Vous êtes dans l'avion avec Abdelwahab. À côté de lui, l'avion a décollé et s'approche de Marrakech. Je découvre avec vous ce texte, retrouver Marrakech, vers Marrakech. Marrakech, c'est au Maroc. Vers Marrakech, superbe lever du jour, du soleil en plein ciel. Face collée au hublot, je regarde vers l'Occident, vers l'océan, de l'autre côté le soleil se levant. De mon côté, splendeur des couleurs. Au début, le rouge domine avant que le jour étale sa blancheur. Puis, il y a un étonnant dégradé, du vert au jaune, au rouge, au bleu, en passant par toutes les nuances. Chaque couleur mourant peu à peu dans la suivante. Mais les couleurs ne sont jamais franches. Tout est délavé, tout est estompé. Il y a en outre une durée à ce rapport qui lui-même s'estompe pour laisser triompher le bleu du ciel et la blanche lumière qu'impose le soleil. Le soleil de feu, débarrassé de son sang. Pellicule de brume si bas sur terre, terre comme couverte, voilée d'une pelure d'oignon. Arrivé à Marrakech, la ville rouge, la terre rouge, le vert et la rectitude du vert donnant sur le rouge, le coupant. Poudre d'un rouge cuivre qui entame l'horizon, le scintillement de la neige sur les cimes. L'équilibre fragile de la ménara entre la couleur rouge et les formes particulières des arcs en solo ou guéminés. La faim, le matin, à Marrakech. Attaquer la ville par une autre porte, par un autre lieu. La fraîcheur de l'ombre, le bonheur d'être là. La verticale conique du cyprès, la courbe retombante du palmier, la rumeur feutrée de son filet des voix individuelles s'isole. L'ombre longue, prolongée, calames qui écrivent l'hiver, la fraîcheur de l'air. La poussière est la jonction diffuse entre ciel et terre. Le silence intérieur, la solitude, l'absente hante, le calme serein de la solitude, la mémoire de l'envol. Ce rêve d'oiseau qui souvent revient. J'étais visage collé au hublot pendant toute l'aérienne traversée pour sentir, pénétré par l'énergie et la dynamique de l'envol. Superbe vue sur le détroit, le roc Gibraltar, et il suffit d'enjamber pour se retrouver sur la terre marocaine. Il y a de l'esprit qui habite l'espace. Déjeuner, non sur l'herbe, mais à l'ombre des jacarandas, en célibataire, au mois de janvier, Saint janvier, en ce midi qui m'apporte le soleil au cœur de janvier. Moi, l'oiseau migrateur, moi qui vole. J'annule le miracle de la machine qui m'a emporté d'un climat à un autre en l'espace de 3 heures. J'en fais le miracle de la volonté personnelle. Moi, l'oiseau migrateur, changeant de climat et de conditions, octroyant la sainteté à ce mois de frayeur, de génocide, de suicide, de crime. Sainteté octroyée par la voix du soleil qui rumine un été lointain. Une canicule qu'il contient mais qu'il réserve, sentinelle rentrée dans sa guérite. Soleil réchauffant le pays froid au soleil chaud, soleil qui emplit mes os de l'énergie de la jeunesse et me laisse dériver à l'intérieur de mon labyrinthe mental.
cheminant dans les ornières de la machine célibataire, que rien ne peut arrêter ni taire. Bon vieux bois du jacaranda, tu es comme une pierre qui parle. La Médina prise à son insu par Beb el-Khémis, par derrière en somme, contournant ses remparts. Mettre ses pas dans les pas des passants, les enfants et les jeux dans la rue. Le chantier à Sidi Bel Abbès, in restulo ma non chiuso. Dans le chantier, entre la poussière, l'odeur de ciment, de plâtre, de terre rouge, enduit fameux, dans le chantier et ses odeurs, le rite de la sainteté s'exerce. Visite de femmes offrant bougies et oboles, se baissant, se couchant, presque sur la tombe basse, à peine surélevée, pour l'embrasser, la caresser, ramassant un bout de sa baraka. Volume immense de Sidi Bel Abbès, cube immense que surmonte une coupole aux éléments en bois emboîté. Le préposé au lieu, bègue et clopinant, parlant à voix haute, postillonnant, me parlant de l'Égypte où l'on mange mal, me prévenant que je ferais mieux de mettre mes chaussures près de moi à portée de regard, me racontant l'histoire d'un cheikh égyptien qui a fait la visite, qui a tant prié, tant lu, tant psalmodié, à qui on a piqué les chaussures. De larcin en larcin, en tout pays, même à la Mecque, on vole. Je vois les mains qui caressent, les mains qui se tendent, les mains qui demandent l'aumône, les mains des vieillards qui tremblent, les mains décorées et tatouées de la fiancée, tant de mains, et je pense aux mains coupées du larcin, les rues, les places, les impasses qui coupent les rues passantes. Il y a de l'esprit qui habite l'espace délabré de Sidi Bel Abbès. Les fragiles oiseaux, moineaux passant par la grille et picorant je ne sais quelle miette sur le tapis. Moineaux ne fuyant pas en ce lieu l'homme, se laissant approcher sans trembler et s'envoler comme représentation de la survie et de l'angoisse. Cercle des aveugles et des doyens, des mendiants, dans un colloque parcimonieux de paroles dans la cour, entre les maçons qui sont à leur ouvrage et les passants et les enfants. Et après, j'ai une grande croix de Inde, qui veut dire que je n'ai pas le droit de lire. La censure de Inde. Elle veut... Elle fait des croix sur les écrits de son père, comme ça au hasard, un petit peu. Deux jeunes au t-shirt américain tenant la même scie, accordant leur mouvement à couper du bois. Grosse bûche à calciner, donc. Un homme ivre, au cou de taureau, trapu, pisse sur le mur. Longue miction sentant si fort l'ammoniaque. Homme tenant avec élégance sa verge, les doigts écartés en éventail, le cachant du regard. Odeur de gras, odeur de mouton grillé, odeur de foutre, odeur de ciment. Les chantiers sont nombreux en Médina, de même la pétarade des motos. Face au Méla, deux jeunes juifs propres et bien habillés calotent sur le crâne. C'est Shabbat. Je longe sur une longue distance la muraille. Je suis l'ombre zigzagante qu'elle dessine sur la chaussée. Longue ruelle dans le Méla, comme impasse donnant discrètement sur la rue du passage. Ville dans la ville. Charrette débordant de pneus usagés tirés par la force d'un homme. Une femme très laide et qui louche me regarde, me jette un regard que j'interprète de feu.
c'est marrant parce que ça me rappelle un souvenir à Marrakech aussi. J'avais croisé une vieille dame avec un fagot de bois et j'étais avec une petite fille dans les bras et elle avait vraiment l'air d'une grande sorcière avec un regard de feu. Il y a des gens là-bas qui ont des regards complètement avec un feu extraordinaire. Inde m'a permis de dire juste une toute petite phrase pour finir le texte. Être immergé dans le peuple, aller où il va, tension, volonté, moment de n'être pas dans les lieux de l'étranger, vivre les couches historiques qui continuent d'être, du Cro-Magnon à ceux du voyage interstellaire. Et le deuxième texte, c'est sur la place Djema El Fna. Et je dédie, si tu me le permets, ce texte à Reski Belkacem, qu'on va enterrer demain. Comme un bon Kabyle, on l'enterre à Versailles. Mais il a grandi à Versailles, en fait. Et Areski, il est allé avec mon père en 70, je crois, à Marrakech, sur la place Djema El Fna, la fameuse place, où il y a tous les conteurs. Et ils sont restés 3 mois là, c'était quand même un peu l'époque hippie, un petit peu. Et mon père et Areski ont été extraordinairement impressionnés par les conteurs, par la façon qu'ont les gens là-bas de raconter des histoires. Et ça a beaucoup influencé leur travail et leur vie. Donc, je dédie ce texte à Areski, qui vient de nous quitter, et puis qui est enterré demain, à côté du château de Louis XIV. Mais il n'y a pas de corrélation. La place, encore et toujours, avec son peuple, ses parasols et ses bâches. Des flaques d'eau noire dans les nombreuses anfractuosités. Je me souviens, il a plu hier. La nuit, j'avais entendu les grosses gouttes de pluie percuter le toit de ma chambre haute du 6e étage, recevant la sonorité de la pluie frappant le sol de la terrasse. Je retrouve le compteur des 1001 nuits en ce matin de mai, froid, nuageux. Mais la visibilité porte loin puisque je vois entre les fentes du nuage la barrière enneigée de l'Atlas. Dès le matin, le compteur déchaîné lancé dans une histoire que je ne connais pas, dont j'ai perdu le souvenir, avec un cercle serré et bien fourni, comme toujours, exclusivement composé de mâles. Beaucoup de gosses de 10-12 ans, tout à fait fascinés, subjugués. C'est l'histoire de bois, de forêts, de vergers, de jardins qui brûlent. Il est impossible de savoir qui est à l'origine de ces terribles incendies nocturnes. Le roi engage un gardien, héros du conte. Il se prépare à débusquer l'incendiaire en faisant le guet près de l'arbre seul, unique rescapé de la calcination universelle, après la feinte d'un chat qui est monté dans l'arbre pour débusquer les oiseaux endormis dans leur nid, feinte qui a quand même abouti à la coupe du chat en 2. Tant le gardien était vigilant et prêt à dégainer. Attention alerté par la consommation du kiff, qui lui d'abord a préparé, du vin et d'un ensemble de fruits secs qui avaient été au préalable grillés, qui croquent sous la dent. Tels sont les ingrédients qui avaient accompagné le géant en sa veille, en son combat contre les troupes du sommeil. Bref, il eut à éviter les plats en sauce, sans laisser son appétit insatisfait. Il y a là un paradoxe que le conteur laisse en suspens, avec lequel il joue admirablement. Car il sait que vin et kiff
dissipe plutôt l'attention, mais peut-être ces produits préparent-ils à éveiller l'énergie imaginative. Peut-être est-ce avec une telle énergie qu'il aura capté la présence du djinn qui va intervenir dans le conte. Peut-être vin et kiff ouvrent-ils la porte de l'occulte. Et est-il le héros à affronter le djinn qui habite à l'intérieur de l'arbre et qui se révélera être le pyromane recherché. Dès sa première manifestation sonore, après celle du chat, le géant noir l'affronte, le menace, le défie, ce qui fait rire le djinn. Mais le géant lui assène un coup de sabre qui va le couper en deux, et au lieu que ce soit le sang qui coule, c'est une immense vapeur qui se dégage de cet être qui a été fabriqué à partir du feu et non à partir de la terre comme l'homme. La moitié basse du djinn s'est immédiatement évaporée, elle s'est fondue, tandis que la moitié haute est montée très vite se perdre dans les cieux. Et c'est là que le conteur s'est arrêté pour solliciter la générosité du public, qui a de la difficulté à donner des sous. Et c'est là que j'ai quitté le cercle, laissant l'histoire en suspens. Je la retrouverai peut-être un jour, si elle fait partie des Mille et une nuits. Le conteur semble habité par son histoire. Il est tendu. Il raconte en marchant un petit pas, puis en reculant, frôlant une flaque d'eau, sans jamais la toucher, allant, reculant sur une distance de 5 mètres, telle est sa scène en axe qui paraît immense. Parfois, il dévie sur la diagonale de gauche ou de droite. Parfois, il tape des mains. Parfois, il se serre la main entre les mains. La tête, pardon. Parfois, il se serre la tête entre les mains. Il articule parfaitement, nettement et distinctement. En sa diction, il a le souci et l'intention de l'articulation. N'escamotant point les syllabes, il a les traits blancs et son teint noir semble acquis, semble maladif, chétif, comme un oiseau déplumé du désert, avec son costume moderne gris et crasseux, avec ses chaussures boueuses, ses cheveux empoussiérés, il semble, en ce beau matin, venir de la nuit. C'est un rescapé, nul doute, habité par son art, saltimbanque, conteur, battleur, amuseur. Il y a un côté pathétique. Il est mon frère. Il représente une des deux faces de l'écrivain. En cela et dans la différence de la scène, c'est un collègue. Nul doute là-dessus. Ine m'a demandé de chanter 2 chansons. Avec mon iPad qui s'éteint, parce que c'est une chanson que je viens d'écrire et donc que je ne connais pas. Et je l'ai choisie parce que la première phrase de cette chanson, c'est « Je cherche sur la route une chanson qui s'envole, qui s'enroule, qui sent bon. » Et Abdelwahab était un grand voyageur, un magnifique voyageur, un voyageur qui savait voyager et qui savait raconter ses voyages. Alors, lui aussi, comme nous tous, il cherchait sur la route une chanson, sa chanson.
sur la route une chanson qui s'envole, qui s'enroule, qui sent bon. Une musique qui traverse ta colonne vertébrale et du cœur qui monte vers tes étoiles. Je chante pour les épines et les roses qui nous opposent, pour le plaisir de la vie qui divague. Je chante pour moi. Je marche de déroute en déroute. Je glisse, je tâtonne, je redoute. Je me perds dans un nuage de colère où soudain jaillit un rayon de lumière. Je chante pour les danseuses amoureuses, pour les rêveurs et les rêveuses, pour le plaisir de la vie qui divague. Je chante pour les prisons et les impasses, pour tout ce qui nous dépasse. Je chante pour moi. J'ai revêtu mon bel habit de lumière. En douce, j'avance sur la scène. Et la musique qui me transperce et qui m'emporte, et ma voix qui décolle vers toi. Je chante pour les princesses que l'on profane, pour les visages qu'on oublie, pour le plaisir de la vie qui divague. Je chante pour la tendresse d'un instant qui nous venge du temps. Je chante pour toi.
beaucoup. Eh ben, c'est la première fois que je chante cette chanson en public. Merci beaucoup. L'autre, c'est aussi un hommage à... Parce que Abdelwahab, c'était tellement un érudit fantastique qui a su aussi, dans ses écrits... D'ailleurs, dans ses voyages, il parle toujours de la présence d'un passé immémorial et du présent et du futur. C'est quelqu'un qui avait, je pense, par sa conscience, la capacité de vivre en plusieurs époques à la fois. J'ai compilé des phrases que j'aimais d'un grand poète anglais du 18e, William Blake. Si tu vis dans un poème de William Blake, oh, si tu vis dans un poème de William Blake, tu connais l'univers dans un grain de sable. Et le paradis dans une fleur sauvage. Tu tiens l'infini dans la paume de ta main. Et l'éternité dans cet instant qui s'enfuit. Si tu vis dans un poème, William Blake. Oh, si tu vis dans un poème de William Blake. Embrasse la joie quand elle s'éveille. Tu vis dans l'éternel lever du soleil. Quand tu ouvres les portes de la perception, les choses apparaissent comme elles sont infinies. Si tu vis dans un poème de William Blake, si tu vis dans un poème de William Blake, certains s'en est dans la douceur des délices, d'autres pour un voyage au bout de la nuit. Some are born to sweet delight, some are born to endless night. Oh, si tu vis dans un poème de William Blake, oh, si tu vis dans un poème de William Blake, tu connais l'univers dans un grain de sable. Et le paradis dans une fleur sauvage. Tu tiens l'infini dans la paume de ta main. Et l'éternité dans cet instant qui s'enfuit. Si tu vis dans un poème de William Blake, si tu vis dans un poème de William Blake.
Abdelwahab est allé à Sarajevo à 2 reprises, en 1999 et en 2002. Et il avait beaucoup d'amis à Sarajevo avec qui il a correspondu pendant la guerre. Et donc je vais vous lire 2 extraits de ces 2 voyages à Sarajevo. J'ai commencé ma journée en marchant sur la rose de Sarajevo. Flaque rouge de 60 cm qui garde le souvenir du massacre du marché. J'habite juste au-dessus, au Petra Kijinia, numéro 20, chez Hadi Omerovic. Ma logeuse, à 9h du matin, me dit « Le marché, c'est juste en bas. Il suffit de descendre. » Au petit déjeuner, je retrouve le beurek que j'avais mangé la veille en dernière halte dans la ville. Ce matin, je partage le déjeuner avec mon autre hôte, un bosniaque, parlant parfaitement le français. Écrivain réfugié à Budapest, il me dit « Pour moi, le beurek, c'est ma Madeleine. » À son goût, un monde dense palpite en dedans. Le marché grouille de paysans, de gitans. On y trouve des fruits de toutes sortes. Des quetches goûteuses, des pommes au goût de noisettes, des noix fraîches, du muscat doré d'Italie, du raisin noir de Grèce. Et j'ai marché sur la rose de Sarajevo. Pour retrouver la rue piétonne Ulika Ferrara-Dija que j'ai foulée pour la première fois hier, 1 heure avant le crépuscule, en allant à la poste acheter une carte téléphonique. Sarajevo, ville où cohabitent comme naturellement la cloche et la voix, le carillon et l'appel à la prière. Sans hiérarchie ni concurrence, chacun à la place qui est la sienne. La liberté des femmes à Sarajevo, surtout des jeunes filles coquettes, alertes, vives, fardées comme des japonaises. Malgré la reconstruction, que de façades encore criblées de balles, que de coupoles ou de combles soufflés. Montée dans le tram jaune, je suis bien dans la presse humaine bosniaque. Avant-bras de femmes que je frôle, tout soit. J'aime l'odeur humaine qui se dégage de cette presse. Un policier m'arrête. You write something? Can I see your book notes? It's security. That's nothing. It's poetry. Il feuillette mon carnet et s'excuse. À l'heure du couchant, à l'écoute de l'Eden, l'appel à la prière, mangeant chez des jeunes filles du shawarma acceptable et hygiénique, aux normes européennes. J'attends cela depuis longtemps, entre les shawarmas égyptiens, kérotes qui font fuir, et les shawarmas des Kurdes du 10e de la rue Saint-Denis, qui ne séduisent ni l'œil ni l'odorat, qui m'éloignent, mettant une distance infranchissable entre l'objet et le désir. Le désir, justement, m'appelle à écrire Sarajevo. Un site, un établissement qui me va, qui concilie mon islamité et mon européanité, qui satisfait mes 2 chaînes génétiques et comble ces 2 parts qui s'unissent en moi et qui se divisent dans le monde Orient et Occident.
meurtrie. C'est mon tawaf. Ce sont là mes circonambulations autour de celle que j'institue Kaaba de ma nuit. La bâtisse en briques est un immeuble néo-mauresque. Une plaque à l'entrée énonce: la barbarie serbe, par ses bombardements, a détruit ici les 2 millions d'exemplaires que comptait cette bibliothèque. Que de fenêtres arrachées, fermées par les planches, que de décors en plâtre effrités, Kaaba sinistré au bord de l'eau, le quai où roulent tramways et voitures entre ma Kaaba et ma rivière. Le corps circumbulant tremble à chaque passage de tram. C'est comme si en mes mouvements je m'étais enracinée aussi loin que les fondations de la bâtisse sinistrée autour de laquelle je déambule. Sarajevo, deuxième voyage. J'ai cherché la rose de Sarajevo ce matin. Je n'ai pas réussi à la trouver. Là où j'ai remémoré sa place, cette épaisseur rouge qui fixait sur le sol une éclaboussure de sang pour commémorer l'obus lancé sur le marché et qui a tué tant de gens qui s'adonnaient aux gestes de l'échange, gestes qui sont aussi vieux que les hommes et se répètent partout et tous les jours. C'est normal que vous ne l'ayez pas trouvé. Ils ont effacé la rose. Les instances internationales qui gèrent la ville veulent qu'on oublie. Les Serbes reviennent comme si de rien n'était. On les encourage à revenir. Certains récupèrent leurs propriétés pour les louer ou les vendre et repartir s'installer là-bas, en face, où règne la majorité serbe. Tous disent maintenant que les horreurs ont eu lieu partout et dans toutes les communautés. On est en train d'instaurer l'oubli en égalisant entre l'agresseur et l'agressé. Moi, je ne suis pas près d'oublier. J'ai cherché à écrire sur la guerre, mais je n'ai pas réussi, je n'ai pas pu, ça ne vient pas, c'est peut-être encore trop proche. Telle fut la discussion avec le jeune ami bosniaque qui me montre sa ville, qui m'accompagne et à qui j'ai donné une interview. Mon ami Tariq, s'inspirant de Hannah Arendt, me dit: comme les Juifs étaient attaqués en tant que Juifs, ils avaient à se défendre en tant que Juifs. De même ici, en Bosnie, à Sarajevo, comme on était attaqués en tant que musulmans, nous avions à nous défendre en tant que musulmans. Et l'enjeu de ce qui s'est passé dans toute cette région continue d'être cela même. Alors que les forces internationales qui encadrent le présent jouent sur l'ambiguïté des dispositions du traité de Dayton pour laisser faire les identités exclusivistes à l'intérieur même d'un pays pensé à travers la pluralité que constituent ces trois composantes, bosniaque, serbe, croate, doublées de l'islam, de l'orthodoxie et du catholicisme. Tout ce qui s'est passé dans ce pays, tout ce qui continue de s'y passer est passionnant car il constitue le miroir des conflits dont le monde semble porteur. Face à la mêlée, au mélange, à la circulation, à la pluralité, se lèvent ceux qui réclament la fermeture au sein d'identités closes, à vivre entre soi et à chercher l'affrontement avec l'autre. Mais d'évidence, ici même, mis à part des mélanges avec l'élément turc, lui-même archi-mélangé, mis à part des différenciations qui, sans être factices, sont surmontables, il y a du même en partage, tant pour l'ethnie que pour la langue. Et même là, nous savons tous qu'il y a possibilité de trouver l'immémorial de l'expérience intérieure qui tempère les différences et rassemble. Il me suffit de rappeler ici les paroles des mystiques d'islam ou ceux de la patristique
qu'à travers la langue grecque, orthodoxe et catholique ont en partage. Je pense à ces pères du désert que lisait le cinéaste Tarkovsky. Je pense à Ibn Arabi et surtout à Rumi qui devait être chanté ici, dans les tekkes et les séances de dhikr de Sarajevo.